Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à la 3e session du Ciné Club K. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Jean-Pierre Bekolo avec l'un de ses films cultes, Les Saignantes. Et j'aurai le plaisir ce soir de présenter l'émission Ciné Club K autour des Saignantes avec Lazare Etoundi, que je ne présente plus. Merci, bonsoir. Bonsoir Lazare. Bonsoir. Tu as regardé le film ou tu vas le regarder? Tu peux nous donner le résumé peut-être? Je vais le regarder dans le sens de regarder à nouveau avec beaucoup de plaisir. Et si j'avais été un sémiologue ce soir ou un séméticien, je parlerais d'un discours et des discours. Un discours sur la corruption, des discours sur la sorcellerie, sur la sexualité. Mais donc, en quelques mots. Oui, et le réalisateur nous pose le problème et nous invite à réagir en fonction de notre background pour voir est-ce que c'est comme ça qu'on doit laisser notre société continuer. Donc, même s'il nous installe dans la fiction, en fait, ce sont des questions qui nous préoccupent parce qu'il nous installe dans le monde de 2025. C'est ça. Voilà. Donc l'histoire se passe en 2025 avec deux jeunes filles, Oui. ou plutôt trois jeunes filles qu'on appelle les Saignantes, et qui, très très belles, hein, Voilà. vont nous faire vivre des choses. Avec des charmes. Mais avant qu'on ne s'asseye pour regarder ce film culte de Jean-Pierre Bekolo, comme j'ai dit, Monsieur Jean-Pierre Bekolo est dans la salle et vous allez l'accueillir vraiment comme ça se doit. Il va vous saluer avant qu'on ne regarde le film. Un mot peut-être, Jean-Pierre, sois le bienvenu. Un mot peut-être à ton public. Merci d'être là. Merci de présenter ce film ici, à Yaoundé, où il a été tourné. Et ce qui est important, quand on a fait un film qui se voulait de science-fiction, pas au sens classique, c'est-à-dire de spéculation, on se projetait que serait ce pays dans quelques années. Voilà, donc évidemment, on a toujours l'occasion maintenant de voir si finalement ce qu'on a vu était excessif ou bien était peut-être visionnaire. Voilà. Mais bon, c'est une dystopie, donc c'est pas très positif, tout ça, comme l'a décrit Lazare. Mais j'espère que vous allez aimer le film et on pourra parler à la fin. Merci. Merci beaucoup. On ne va pas trop parler. C'est un très beau film. Installez-vous et appréciez. Tout à l'heure, vous allez échanger. Mais Vungo avait porté son dévolu sur nous. Il fallait qu'on se l'approprie. Je t'avais dit que je suis partie chercher les marchés l'autre jour. Depuis quand tu t'y connais, toi, en camion? Non, c'est que les camions étaient mon problème. Un tiers pour lui, un tiers pour moi, et un tiers pour acheter les camions. Et l'argent, là? C'est mes Vungo qui riaient, c'est mes Vungo qui parlaient. Les HCC dans ta chambre? C'est comment? On avait dit qu'il n'y avait pas de problème, non? 30 000 pour un corps qui va avec la tête. C'est fini. Sortez. Sortez. Sinon, j'appelle la police. Pardon, père, pardon. Mon ami est fatigué. Le corps est génial. Bon, si vous voulez que je continue, bon, payez-moi là. On veut un gros contrat. On veut la construction d'un nouvel hôpital. Merci beaucoup. Nous allons encore demander une salve d'applaudissements pour ce film fantastique. Jean-Pierre Bekolo, la première question, le film a été fait en 2005. Est-ce que c'est un film visionnaire,
une histoire en 2025? Est-ce que c'est un film érotique? Est-ce que c'est un film futuriste? J'ai envie de poser beaucoup de questions, je ne sais pas, mais c'est juste pour ouvrir le débat. Un petit mot avant que je ne passe la parole à Lazare qui va me donner son premier sentiment de cinéphile averti. L'idée était de ne pas suivre un genre particulier, en fait. Il fallait que le sujet et la manière de le traiter presque nous propose un nouveau genre. Donc, qui, évidemment, je dirais, flirte un peu avec les autres genres. Ce n'est pas de réinventer le cinéma, mais au moins de se libérer de toutes les, disons, formules et règles et ne servir qu'un récit, en fait. C'était un peu ça. Donc, évidemment, le film lui-même s'interroge, mais plutôt en questionnant le cinéma lui-même, en fait. Il y a ces petites questions-là, comment faire un film d'anticipation dans un pays qui n'a pas d'avenir. C'est vrai que c'est un questionnement permanent et je pense que oui, avec ce film, on réinvente le cinéma. Et c'est pour ça que nous sommes là au Ciné Club K, pour parler cinéma, pour parler de nous à travers les films. Et je crois que dans ce film, on retrouve tellement de genres. Je vais donner la parole à Lazare, qui, lui, a une vision très, très profonde, une analyse profonde de ce film, au premier abord. Merci, je voulais d'abord confirmer que le spectacle est intéressant, il est palpitant, de bout en bout. Et la préoccupation du cinéphile, qui réfléchit en même temps, parce que c'est un regard méditatif, est de savoir ce regard atypique, ce regard iconoclaste dans notre société, aujourd'hui comme dans notre société de demain, c'est pour passer quel message? C'est une très bonne question, c'est-à-dire que qu'est-ce que le cinéma nous fait ou ne nous fait pas? Ou qu'est-ce que le cinéma pourrait nous faire ou devrait nous faire? Est-ce que, comme la dernière question du film, est-ce qu'on regarde juste un film pour se divertir ou rentrer le soir après quand on l'a regardé au cinéma? Voilà, donc c'est aussi une question de la fonction du cinéma. Maintenant, j'ai envie de dire que en anglais, on dit que le film est un cautionary tale. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, corrige-moi si tu n'as pas trouvé que c'était le cas, c'est-à-dire que c'est un peu comme un conte qui vous met en garde. C'est-à-dire que si nous continuons dans cette lancée, voilà cette société, voilà ce monde qu'on aura. Voilà ce que nous vivons. Donc, disons, c'est plus près de ça que ce que vous avez demandé, en fait. Mais moi, tout de suite, tout à l'heure, en regardant la fin, je me dis, en 2005, Jean-Pierre Bécol avait déjà peint une société, je dirais, presque noire. Noire, peut-être, pour attirer l'attention, pour lancer l'alerte, peut-être. 15 ans après, Jean-Pierre Bécol, là, c'était une histoire qui se passera en 2025. Ça fait peur, on n'est pas encore en 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, cette histoire que vous racontiez en 2005, vous avez l'impression qu'on va vers là? Ou alors, on peut se dire, Dieu merci, ce n'est que du cinéma? Bon, moi, je suis mal placé pour dire que si vraiment on est dans cette direction-là, ou si on l'a atteint, on l'a même dépassé, enfin, cette vision, quoi. Est-ce qu'on est lié ou pas? Mais, donc, c'est au spectateur de nous dire ce qu'il voit. Bon, mais c'était le but, mais le but était que ça n'arrive pas. Donc, quand je dis cautionary tale, c'est l'idée que il faut mettre en garde une société à la dérive, parce qu'il fallait bien être un peu en phase avec la société africaine. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, évidemment, qui n'existe pas dans les films noirs classiques, qu'on a dû rajouter. Bon, maintenant, s'il faut parler de la société elle-même, bon, moi, je me rappelle, on avait fait une des premières projections de ce film, c'était à Douala, organisé avec les femmes juristes, en fait. Dès qu'on a fini le film, l'une d'elles s'est levée, elle a dit, nous, dans notre métier, on voit pire. Donc, ça, c'était quand le film est sorti. Donc,
on n'a plus parlé du film, on n'a parlé que de la réalité. Donc des témoignages, des histoires qu'elles entendaient pendant les procès et toutes les histoires. Bon, donc c'était intéressant d'avoir ce débat-là, mais à cette époque-là déjà. Donc en fait, d'après elles, ce qui est décrit était un peu soft par rapport à leur vécu en tant que femme juriste en fait. Bon, maintenant, peut-être qu'il faut les revoir pour reparler de ce film et de la société. Tout ça, c'est pour dire que on a fait un peu un film, j'ai envie de dire, extrême, parce que aussi, nous sommes dans une société où ce n'est pas très clair ce que c'est le cinéma. Par mimétisme, nous faisons comme les autres, ou nous essayons de faire comme les autres, mais on n'est pas sûr vraiment que c'est ce qu'il faudrait faire. Et quand bien même un film comme celui-là aurait été censuré, ça ne m'aurait pas posé de problème, puisque au moins ça permettait de définir la limite de ce que le cinéma peut faire et ne pas faire. Bon, évidemment, c'est donc un jeu comme ça où nous, tant qu'on n'a pas de limite, nous on continue en fait. Donc c'était un peu ça l'idée. Merci pour cette explication. Nous avons pris plaisir à regarder du bon cinéma et je continue à dire que nous sommes dans le cinéma. Et c'est bien de faire la part des choses. Nous nous rendons compte qu'à travers le cinéma, on peut raconter beaucoup de choses. On peut raconter tout ce qu'on ressent et on est libre. C'est ça la chance qu'on a quand on fait du cinéma. Avant de continuer, je vais passer la parole à ceux dans la salle, au public, venus nombreux. La parole va être donnée à qui veut la prendre. Vous n'avez qu'à lever le doigt, on vous passe le micro. Oui. Benoît Mallet Dibento, soyez le bienvenu, à vous le micro. Je voulais remercier le réalisateur. C'est la première fois que je découvre votre œuvre. Et je pense que vous allez au-delà du cinéma. Parce que le cinéma, pour moi, ce n'est pas l'image en mouvement. Et là, ce que vous montrez à travers ce film qui a maintenant 15 ans, d'un point de vue artistique, va au-delà. C'est-à-dire qu'on est entre la peinture en mouvement, la photographie en mouvement, et c'est au-delà du cinéma, donc je voulais vous féliciter. Et puis c'est vrai que par rapport à ma culture, j'ai tout de suite pensé au surréalisme, et même à un réalisateur comme Luis Buñuel, donc je vous félicite pour le travail des couleurs, le travail des matières à travers un film sensible. Donc, merci beaucoup. Benoît Mallet Dibento, c'est de quoi il parle. C'est un photographe international, galériste, et voilà, beaucoup dans la culture avec le Quai Branly. Soyez le bienvenu. Comme quoi, le Ciné-Club a fait venir des gens de partout. Voilà. Tu veux dire quelque chose à ça ou Bon, c'est touchant. Merci de ces compliments. Et, le film, évidemment, comme je dis, il y a toutes ces idées, toutes ces choses qu'on essaye d'exprimer. Et puis, il y a évidemment cette esthétique, ce visuel qu'on crée. Évidemment, on dit aussi que qu'est-ce qui reste finalement? C'est-à-dire que quand on a eu même des références, qu'est-ce qui reste? Et ce qui est, je trouve touchant, c'est qu'après tout ce temps-là, parlant même de l'image, puisque nous sommes un peu avant le HD, puisque nous avons tourné en DVCAM, nous avons fait des parties pris, nous avons pris les options. Donc le film se passe que la nuit. Nous avons ces deux filles-là qui ne se ressemblent pas dans la vie, mais qui devaient se ressembler. Donc il fallait réinventer un monde, Yaoundé par exemple, mais vu, on ne l'a jamais vu. Donc toutes ces choses-là qu'on a eu à mettre en place, le son, la musique par exemple, qui est faite par Joël Esso, avec un trip-hopper américain, en reprenant des chansons de Grace Deka qu'on a samplées, toutes ces choses qu'on a eu à faire pour donner cette impression-là. Parfois, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Et puis surtout, on ne voit pas ce que ça va donner avec le temps, en fait. Donc, je suis touché de savoir que 15 ans plus tard, ça
ça a un effet et surtout que ça fait appel aux références de cinéma et de l'art en général. Merci. Je voudrais confirmer ce que j'avais commencé à penser. Le film a rempli son contrat. Au plan historique, on retrouve des sites, des personnages et même des personnalités des autres arts qui viennent compléter cet art du cinéma. Au plan artistique, on l'a dit, c'est beau. D'autres personnes pensent que pour passer un message comme celui que vous voulez passer, dénoncer l'État, la corruption, cette sexualité débridée, un peu trop lâchée, cette magie, les pratiques occultes qu'on voit, vous dénoncez, mais il y en a qui pensent que pour parler de cela, parce qu'il faut, le film c'est la monstration, il fallait peut-être utiliser le langage contraire, montrer ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à copier, plutôt que de montrer ce qu'il y a à dénoncer. J'ai envie de dire qu'il y a plus de cinéma dans la dystopie, donc dans ce regard négatif, j'imagine, que dans l'autre, en fait. Vous savez qu'au cinéma, le méchant est toujours plus intéressant que le bon. Le comportement déviant interpelle plus que ce qu'il faut faire. On n'est pas très sûr de ce qu'il faut faire de l'autre. Et puis, il faut, au-delà de la société camerounaise, nous faisons du cinéma aussi. Donc, et puis, c'est un cinéma qui ne se veut pas que camerounais, dans le sens où, d'ailleurs, je veux vous dire que ce film a été classé parmi les 70 classiques de science-fiction par le MoMA à New York. Et il y a encore un mois, une chaîne de télé américaine l'a acheté, ce qui n'est pourtant pour un vieux film qui n'est pas... Il faut applaudir pour ça. Moi, c'était une des annonces que j'allais faire. Bravo, bravo. Mais si je me permettais de préciser, dans ce film, on comprend que vous dénoncez effectivement tout l'État dont il est question, la corruption, cette sexualité, cette magie. Et en même temps, puisqu'il est regardé au Cameroun, il est tourné au Cameroun, il est d'abord destiné aux Camerounais, même si tous les cinéphiles du monde sont intéressés. Mais pour revenir à ma préoccupation, quand on connaît le Cameroun, que vous connaissez, que je connais, qui est riche, on voit que ces pratiques magiques ne sont pas toujours celles qui sont originelles, qui ressortent du patrimoine camerounais, elles viennent pratiquement d'ailleurs. Cette sexualité ne ressemble pas à la sexualité dans nos régions, dans nos coutumes. C'est une sexualité extravertie. Cette corruption, telle qu'elle se fait, ce n'est pas nécessairement, et pourtant, à partir des images du Cameroun, des pratiques du Cameroun, de la culture du Cameroun, on pouvait montrer tout ce que vous avez réussi à montrer. Parce que justement, il s'agit du Cameroun. Nous l'avons reconnu par le drapeau. Ce pays, en 2025, voilà. Bon, on va considérer qu'il s'agit du Cameroun. Voilà, il faut répondre à la question. Donc, en gros, si je comprends bien, ce qui est mauvais n'est pas camerounais. Non. Non. Oui, puisque vous parlez de choses extérieures, en fait. Donc, ce qui est mauvais n'est pas camerounais et il faut faire les films sur le Cameroun qui est supposé bon. Parce qu'il y a aussi des choses à montrer, il y a davantage de choses à montrer, davantage de choses à découvrir. Pour la suite du film, parce que celui-ci est très beau, il a remporté les prix, je suis d'accord. Est-ce qu'il ne fallait pas davantage montrer les images du Cameroun avec les réalités camerounaises pour exprimer la même réalité, le même message? Bon, en fait, je comprends bien ce que dit Lazare, en fait. Bon, j'ai presque envie de dire que c'était peut-être un truc personnel. Ce film exprime un état de déprime, d'abord par rapport à... qui est peut-être exagéré, puisque tout le monde ne vit pas ça. Pendant que toi, tu vis ce que tu vis, les autres ne vivent pas ça. Ils vivent peut-être un Cameroun très glorieux, très beau, et qu'ils se demandent c'est quoi ton problème. Bon. Tout à fait. Mais je ne peux pas nier que j'avais un problème. Enfin, je dis, je mets au passé, puisqu'il n'y a pas encore d'autres films, enfin, du moins de ce type-là, après celui-ci. Mais c'est clair que c'est l'idée de s'exprimer, c'est-à-dire de mettre dehors ce qu'il y a dedans. En fait. Donc, il y a quand même un regard à un moment précis qui ne se veut pas être exhaustif, qui ne veut pas être, disons, une description du Cameroun. Voilà. L'histoire est peut-être réaliste ou irréaliste, mais ça reste du cinéma. Je vais passer la parole à Monsieur Olivier Billet, réalisateur et homme politique. Ce serait bien de vous écouter.
Bonsoir à vous, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Marie-Noël, merci pour cette initiative. Je crois que le panel, avec Lazare et Marie-Noël, l'intérêt qu'ils manifestent à travers leurs premières questions, qui sont d'ailleurs très riches, montre bien que les questions qu'ils posent, déjà à Jean-Pierre à ce stade, montrent qu'il y a de la matière. Il y a matière à débat à travers ce film, parce que Jean-Pierre, à travers les séances, nous expose sa nature de cinéaste philosophe, très clairement, peut-être pas seulement cinéaste philosophe, mais aussi je dirais, de cinéaste plasticien, quasiment. Comme cela a été relevé tout à l'heure, on a toutes les dimensions de l'art qui sont manifestées dans le film. Je veux d'ailleurs saluer d'entrée de jeu, parce que mon propos tiendra, je dirais, globalement en deux parties. Une partie où je vais faire quelques observations, et puis je lui poserai quelques questions. C'est un film qui véritablement m'interpelle et me donne envie d'engager un dialogue riche, je l'espère, avec le réalisateur qui est là. Le film, pour moi, est un sacré exploit artistique. C'est un véritable exploit artistique parce qu'on a bien vu tout le déploiement de l'art d'un maître qui, évidemment, dans un film qui se passe essentiellement dans des scènes de nuit, c'est quand même pas évident de faire un film uniquement avec des scènes de nuit, avec ces fumerolles extraordinaires, avec une prise de vue assez remarquable, une prise de son, une bande son qui est d'une richesse assez considérable, un montage qui est considérable, je veux dire. C'est sur le plan technique, on voit bien la maîtrise de l'art par le réalisateur. Et il faut dire que si on peut considérer que du point de vue de la narratologie, de l'approche narratologique de Jean-Pierre, on est dans la transgression permanente. Je comprends effectivement la position qui est la sienne. Il nous dira d'ailleurs tout à l'heure, et c'est peut-être une de mes préoccupations, est-ce que c'est un film expérimental que tu as voulu faire, Jean-Pierre? Est-ce que tu as voulu te situer dans l'expérimentation? Est-ce que c'est l'impression d'un film d'auteur, très clairement? C'est vrai que la durée peut étonner pour un film d'auteur, mais en tout cas, est-ce que véritablement tu as voulu simplement expérimenter des choses, ou alors est-ce que tu as voulu faire un film qui fasse sens du point de vue d'un message à porter? Et ça, c'est l'une de mes questions. Je vais peut-être shifter sur la deuxième question, qui est celle de savoir si, aujourd'hui, en 2020, tu ferais, sur ce thème-là, le même film. Est-ce que tu écrirais de la même manière ce film-là, compte tenu des réalités que tu as voulu présenter? Évidemment, tu nous fais part de ta déprime permanente, manifestement. C'est tout à fait compréhensible. On connaît Jean-Pierre suffisamment sur la scène comme étant quelqu'un de, je crois, engagé dans le débat public. Ses positions et ses productions sont très connues de ce point de vue-là. Mais la question fondamentale qu'on peut se poser, et c'est vraiment l'une des questions les plus essentielles sur lesquelles je souhaite que tu répondes, Jean-Pierre. Vraiment, parce que nous sommes au Cameroun. Est-ce que ce film-là, on a bien vu que le CNC avait appuyé le film au plan du financement, etc. Il y a eu chez Lazare quelques intuitions relatives à une sorte d'extraversion du contenu, incontestablement. Mais est-ce que tu as fait ce film pour le public camerounais et africain? On a le sentiment que ce film-là, enfin, je ne vais pas donner la réponse, mais on est quand même un peu... on se questionne là-dessus. La compréhension d'un film comme celui-là, est-ce qu'elle est possible par un public comme le nôtre? Beaucoup de questions, mais je sais que tu vas y répondre. C'est vraiment la question centrale que j'ai voulu poser. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir effectivement fait le job? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Parce que un film comme ça, tourné dans un univers où le film d'auteur est un peu dans les mœurs, inscrit dans les mœurs, etc., peut nous sembler tout à fait compréhensible. Mais chez nous, on voit bien que tu es dans la transgression de tous les codes d'écriture, un film qui est considérablement fragmenté du point de vue scénographique, du point de vue même des acteurs qui
interviennent comme cela, un peu de manière excessivement disparate, à mon sens. Et un film qui risquerait de ne pas être compris, finalement, par un public qui est le public africain. Merci déjà pour cette lecture du film qui, évidemment, me touche, parce qu'évidemment, il y a... Bon, c'est d'abord un réalisateur donc, qui parle, donc ça, c'est important. Et en plus, évidemment, quand on parle du contenu et de la relation à la société camerounaise, en tant qu'homme politique, évidemment, vous comprenez aussi de quoi vous parlez. Vraiment, d'entrée de jeu, c'est un film, à la question de, si c'est un film expérimental, quelqu'un m'a dit une fois que tu as fait un film qui a failli se tuer lui-même, en fait. C'est-à-dire qui a failli tuer le cinéma. Bon. Et ce qui n'est pas faux, parce que je dirais, j'ai monté moi-même le film et ça m'a pris une année entière. C'est-à-dire, je crois que d'août 2004 à août 2005, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde. J'étais dans ce film. Donc. Et évidemment, c'était presque, la personne a dit, il fallait presque qu'on te chasse du film. C'est-à-dire qu'on t'arrache le film et que tu laisses cette affaire-là. Bon. Donc, à la question, si c'est un film expérimental, oui, il n'y a pas de doute. Mais quel autre cinéma faire pour moi, quand on est d'une société comme celle-ci, quel cinéma faire? Est-ce que, c'est la question qu'on pose dans le film aussi, si on se met à faire des genres par mimétisme, on prend un raccourci qui nous fait éviter la question essentielle qui, pour moi, considère à définir d'abord le cinéma pour nous-mêmes. Évidemment, d'après votre réaction, j'ai échoué. Je n'ai pas pu définir le cinéma puisque je me déconnecte aussi du spectateur camerounais, quelque part. Bon, mais est-ce qu'on peut ne pas chercher? Est-ce qu'on peut brûler les étapes et donc aller tout de suite chercher donc, des genres des autres parce que, évidemment, il y a un risque à essayer d'expérimenter d'abord avant de trouver. Je pense qu'en science, ça se passe, on expérimente. En art aussi, mais bon, je ne sais pas si on va appeler ça expérimentation. Il n'y a qu'au cinéma qu'on parle beaucoup d'expérimentation, dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux financiers, il y a beaucoup d'intérêts. Donc, du coup, on estime que ce qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu, ce qui emprunte un peu à différentes formes comme ça, c'est de l'expérimentation. Donc, du coup, c'est une façon de le sortir de la classification qui est là. Bon. Maintenant, si il faut parler de pourquoi on en arrive là, en fait. Je crois que ça va expliquer le reste. Bon, d'abord, je n'ai pas de producteur. Je suis moi mon propre producteur. Donc, vous pouvez mentionner qu'on a eu un financement du CNC, mais je n'ai pas eu de producteur. Ça veut dire que c'est moi qui crée ma société en France et c'est moi qui trouve du financement auprès du CNC. Et sur un scénario que j'ai écrit, mais tout de suite, en rentrant du Cameroun. Donc, j'ai écrit et je crois qu'il était assez brut quand je l'envoie. Et on a tout de suite l'argent. Et c'était en 2002. Sauf qu'au bout de 2 ans, si on n'a pas tourné le film, on perd l'argent. Et à partir du moment où, avec le financement du CNC, nous n'avons pas eu les grosses chaînes de télé, j'étais déjà libre. Et c'est voilà comment j'ai vu de manière positive les refus ou les rejets des grosses chaînes de télé. En disant, voilà, au moins ça me donne la liberté. Et cette liberté-là, il faut que je m'en serve. Donc, c'est aussi un avantage d'être un auteur, quelque part, puisque du coup, je me retrouve en train de faire vraiment ce que je voulais. Avec un producteur, avec une chaîne de télé, ça n'aurait pas été possible, de toutes les façons. Ah, merci beaucoup. Je vais quand même rappeler que Jean-Pierre Bekolo est d'abord physicien. Hein? Tu as fait des études de physique et je crois qu'on retrouve un peu ça dans cette manière de manier. Il y a l'art, bien sûr, il y a la photo. La photo, c'est de la science. J'ai l'impression que tu es dans ton laboratoire, il a dit, d'où l'expérimentation. Et je crois que les physiciens ne font que ça. Ils sont toujours dans l'expérimentation. Ça, c'est pour le côté technique. Mais moi, je voudrais m'arrêter un peu avant de repasser la parole à la salle. Mevungu, on n'a parlé que de ça. Moi, je suis une fille de Yaoundé. Mevungu, c'est la première fois. Je connais l'Ivu, mais Mevungu. On dirait que c'est ça qui rythme les jeunes filles. Aujourd'hui, on les appelle quoi, les panthères? Avant, c'était les saignantes. Aujourd'hui, c'est des panthères. Mais je crois que les panthères sont moins que les saignantes. Ces filles
je veux dire, vous avez profité de cette histoire, peut-être pour nous présenter aussi une facette de la beauté de la femme africaine, parce qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Moi, j'ai été touchée de voir qu'on peut, parce que c'est l'une des choses que je dis souvent, on a du mal à dire à nos filles, vous êtes belles. Et parfois, un homme, quand sa femme revient du salon, ou bien quand elle est bien habillée, sexy, il lui dit, tu vas où comme ça? Qu'est-ce que tu veux montrer là? Mais moi, je pense que là, tu viens de nous montrer que tu peux dire à une jeune fille qui passe, sans avoir à la froisser, vous êtes belle, mademoiselle, vous êtes belle, madame. C'est quoi Mevungu, vraiment? Un langage facile. J'ai lu ça dans un livre, hein. C'est Philippe Labure-Tolra, qui est un ethnologue français, qui a travaillé sur la société des Bétis, qui écrit ça. Donc, il dit que c'est une société secrète de femmes, en fait. Bon, comme c'est secret, donc, et puis c'est les femmes, donc évidemment, je n'ai pas beaucoup de chance d'en savoir plus. Mais je me dis, ça c'est intéressant, et que ça peut être un élément qui aussi devient peut-être aussi, disons, le genre cinématographique. C'est-à-dire qu'on fait du cinéma Muvungu. Donc, l'idée était de prendre quelque chose d'africain et de s'en servir justement dans le récit et en même temps que ça devienne donc cette chose qui vous marque ou qui peut-être aussi rythme le film, donne au film son côté langoureux et un peu envoûtant et tout ça là. Bon. Mais autre chose par rapport au Muvungu, donc, c'est l'idée que quand tout va mal, la société, en fait, c'était là où les femmes disqualifient les hommes et prennent le pouvoir, en fait, et font donc appel aux forces de Muvungu qui va donner une chance à cette société qui se meurt. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, évidemment, les filles étant peut-être trop jeunes pour être des prêtresses du Muvungu, donc j'ai mis des mères un peu comme ça, qui sont un peu comme des marraines, un peu comme ça du Muvungu, et évidemment, l'idée qu'elles prennent le pouvoir, donc elles sont en contact direct avec les hommes de pouvoir, et donc du coup, j'avais un petit schéma comme ça qui permettait de parler de Muvungu et donner une dimension un peu dans le film à cette chose-là. Je vois dans la salle Douala Toto qui a joué le rôle de la mère du Mevungu. C'est un plaisir de te voir. Tu n'as pas changé après tant d'années. On peut recommencer le film Saignante, Les Saignantes 2. Pourquoi pas? Je pense que ça montre que les hommes devraient comprendre que les femmes aussi, parce que jusqu'à présent, dans les sociétés qui sont les nôtres, j'ai failli dire machiste, mais non, on n'est pas là pour ça. C'est toujours les hommes qui ont des sociétés secrètes, les femmes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Si pour une fois, il y a une société secrète où c'est que les femmes, moi j'applaudis. Est-ce que le film parle aux Camerounais d'aujourd'hui? Par rapport à la pratique de la magie qu'on dénonce, est-ce qu'il a suffisamment dénoncé ou bien il y a encore des choses à dénoncer par rapport à la sexualité? Est-ce qu'il a suffisamment dit ce qu'il fallait dire par rapport à cette pratique-là? Et par rapport à la corruption avec les hommes politiques, notamment, est-ce que le film nous parle? Est-ce que le message est partagé par les uns et les autres? Il y a un doigt qui... Voilà, avec Narcisse Wanji, ah oui, réalisateur, Narcisse Wanji, ah ben c'est parfait. C'est toujours un plaisir de le regarder. Moi, j'ai la chance de l'avoir vu au moins 3 fois maintenant. Et à chaque fois, c'est toujours, pour rejoindre les propos de Marie-Noël, c'est comme si on venait de le regarder. Peut-être que je vais élaborer la question, et là, en fonction de ça, on pourra maintenant mieux comprendre. Okay. Jean-Pierre, en Levé de rideau, il disait que le film, c'est une espèce d'uchronie, donc une mise en garde. Donc, il expose les faits. Voilà, il fait un constat, et il le pose, et il vous dit, si vous ne faites pas attention, voici ce qui va arriver en 2025. Grosso modo, c'est ce que Jean-Pierre dit. Et moi, j'étais en train de m'interroger et j'ai demandé, est-ce que Jean-Pierre, le cinéma serait-il une transposition simplement du réel à l'écran ou est-ce que c'est rendre le possible? Est-ce que c'est raconter le possible? Et ça, c'était ma première question. Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été peut-être déjà donnés, qui vont se rejoindre quelque part là. Et je suis toujours un peu frappé par la représentation que Jean-Pierre fait de la femme dans chacun de ses films. Si vous prenez Cartier Mozart, c'est toujours des femmes qui ont un pouvoir de démasculer les hommes. Maintenant, quand on vient dans les Saignantes, encore une fois, c'est des femmes qui ont la possibilité de renverser
entre guillemets, le pouvoir que détiendraient les hommes. C'est toujours ce discours de rapport de pouvoir entre la femme qui est toujours dominée par les hommes. Mais j'ai envie de demander à Jean-Pierre, est-ce que vraiment c'est ce qu'il est en train de montrer? Parce que Marie-Noëlle vient de parler là de pouvoir. Est-ce que finalement Jean-Pierre n'est pas en train de positionner la femme comme étant une entité qui, elle aussi, convoite un pouvoir qui au milieu, qui supposément serait déjà détenu par les hommes, et que la femme se bat aussi pour renverser l'homme et récupérer ce pouvoir-là? Finalement, c'est quoi la vision de la femme que vous avez? Merci, on va y aller un peu plus vite. C'est beaucoup de belles questions. Bon, la première question, c'est facile. Il dit, voilà, on prend la réalité, on transpose. Est-ce que c'est ça le cinéma? Donc, vous estimez que ce film, c'est la réalité que vous avez vue? Non, mais c'était juste ça. Bon, donc, ça, je crois que si c'est non, donc, on passe à la deuxième question. La deuxième, l'idée, supposer, peut-être pour vous, que la femme n'est pas opprimée et qu'on en fait un peu trop en disant que c'est ce que je suis en train de dire dans les films. Pour le cas précis de ce film, on m'a posé la question plusieurs fois si j'étais féministe. Je ne sais pas où on s'inscrit, tu vois, parce que peut-être que Marie-Noëlle peut m'aider. Donc je n'ai jamais fait cette démarche précise, mais ce que je peux dire, c'est que en écrivant ce scénario, ce qui était important, c'était évidemment dans ces rapports de pouvoir, de traiter la femme un peu comme comment je peux dire ça? C'est un peu comme la police, par exemple. C'est-à-dire que ça n'avait pas du tout, c'était pas d'abord un rapport à la femme, c'était un rapport à un personnage qui me permet, un type de personnage qui me permet de dire certaines choses. Supposez que c'était des hommes, des garçons qui font ça, on s'en fout. On les arrête, on les tue, mais bon, ça ne dérange pas. Le comportement déviant des hommes, bon, c'est pas un problème. Mais regardez le cas de la femme ici. Si elles étaient plus âgées, ça faisait vraiment des prostituées professionnelles. Si elles étaient trop jeunes, c'était de la pédophilie, en fait. Donc, il fallait trouver l'âge qui permettait de raconter tout ça. Donc, entre les deux, ne pas dépasser et se retrouver dans la prostitution, vraiment, et ne pas descendre trop bas, sinon on changeait de sujet. Donc, évidemment, c'est un film politique. C'est-à-dire que je veux parler de la société, ça c'est clair. Donc, à partir de ce moment-là, je me sers d'un profil. Donc, la sexualité de la femme, tout le monde s'en charge, du moins dans notre société. Donc, du coup, je voyais bien ce que ça allait avoir comme effet, puisque c'est le cas. Donc, voilà un peu, pour parler du cas précis de ce film et de la relation qu'il y a avec la femme et bon. Voilà, oui. Oui, merci. Mais moi, je n'ai rien contre ton féminisme. Hein. Moi, un homme qui est féministe, on applaudit. C'est plutôt bien. Ça veut dire c'est un juste retour des choses. Et même au plan du spectacle, dès l'exergue, l'introduction du film, et puis on commence par cette femme, elles sont belles, elles sont charmantes, elles sont attirantes, elles sont provocantes. Je vois les hommes ne réagissent pas, il faut réagir. Et il y a de tout ça. Et puis, tout au long du film, elle se révolte, commence une aventure, et puis elle se révolte, et puis elle gagne. Vous osez dire que vous n'êtes pas féministe, nous on a compris. On a compris que c'est le message, elle a l'air fragile comme ça, mais elle finit par gagner, elle finit par dominer. C'est pas si mauvais que ça de mon modeste point de vue. Non, très bien. Mais on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même relever que ce film a gagné l'étalon d'argent du Yenenga en 2005. C'était en 2005. Et il faut applaudir pour ça. On n'a pas beaucoup de films qui ont rapporté, et ce n'est pas le seul. Je crois qu'avec Miraculous Weapon également, tu as eu l'étalon de bronze, c'était l'étalon d'argent. Le prix Saint-Ben Ousmane. Bon, il gagne des prix tout le temps. Pour moi, c'est toujours des grands prix. Et je pense que c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau pour nous parler de ce film qui est classé comme l'un des 70 films d'horreur mondiaux par... MoMA, c'est le musée d'art moderne à New York, en fait. Et voilà. Donc, je crois qu'on a eu beaucoup de chance de le voir et de pouvoir en parler avec lui ici aujourd'hui. Ah oui, vous pouvez applaudir. Hein, c'est pas tous les jours qu'on l'a devant nous. Et moi, je dis, si
écrire un film d'horreur n'est pas facile. En tant que cinéaste, je ne suis pas sûre que je pourrais. Faire un film d'horreur réussi, parce qu'on a beau dire c'est un film noir, ça nous donne des frissons, mais ça nous donne des frissons parce que le traitement est réussi. Et je crois que ça, nous sommes ici pour ça aussi, pouvoir appréhender les codes du cinéma. Je vais peut-être donner la parole à une dernière personne, pour qu'on puisse terminer là-dessus. Oui, Madame Yolande Samba, réalisatrice du Ciné-Club K, mais également réalisatrice de films. Lazare et bonsoir Marie-Noël. Bonsoir. Je suis arrivée tout à l'heure en pleine projection et j'ai eu mal de voir que la salle n'était pas pleine. Parce que je me dis, moi, quand on a eu la possibilité de voir Jean-Pierre Bokolo en chair et en os, franchement, on laisse, c'est vraiment comme on dit, toutes affaires se sentent, on vient au Ciné-Club pour le voir. J'ai eu mal parce que quand on a un peu la chance de voyager, d'aller dans des endroits où on parle cinéma, en Afrique, même pas en Europe ou ailleurs, et on voit comment dans d'autres pays, on rend hommage à ceux qui se sont distingués dans ce secteur d'activité particulier-là, qui est très difficile, très hermétique, et que chez nous ici, vraiment on prend les choses par-dessus la jambe, ça me fait toujours mal. J'ai encore eu mal tout à l'heure, parce que je courais, je me disais, c'est sûr que peut-être que je pourrais même pas entrer, tellement il y aura du monde. Et puis on arrive, on voit ça, c'est un peu triste. Mais ça répond un peu à la question que Jean-Pierre pose à la fin de son film. Quand on a vu ce genre de film-là, qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est un peu pour paraphraser, mais c'est pour dire que, en fait, ce pays que tu as très bien décrit dans ce film, bah, c'est ce pays-là qui ne sait pas reconnaître ses valeurs, qui ne sait même pas ce qu'il veut pour dire la vérité. Et je me dis, c'est encore plus dommage parce que les cinéastes supposés du Cameroun, excusez-moi de le dire, mais ils ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Parce que si on n'accourt pas pour voir une œuvre d'art comme celle-ci, Olivier tout à l'heure a parlé, je la classe comme une œuvre d'art plastique pur. C'est de l'art plastique. C'est-à-dire qu'avant d'être du cinéma ou au-delà du cinéma, c'est une œuvre d'art plastique. Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà vu. À chaque fois, je me dis, je m'en tiens juste au décor. Beaucoup de gens donneraient leur langue au chat ici si on leur demandait de situer les lieux, les sites de tournage de ces films. Ça se passe où? C'est tellement sublimé. Bon, moi, je crois que parce qu'à l'époque, je m'étais un peu intéressée au tournage, je sais où ça s'est tourné, mais les décors de ces films, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si vous faites attention, il n'y en a pas beaucoup. Mais les quelques décors qui sont là, c'est difficile que vous puissiez dire ça s'est passé en Vogada, c'était à Nkomkana, on ne sait pas. Et pourtant, la majeure partie de l'histoire se tourne dans ces 2 ou 3 lieux-là. Mais c'est tellement bien filmé, bien éclairé. L'éclairage est tellement, comment dire, cet éclairage verdâtre, glauque, qui plus que ce que les gens disent, raconte ce qu'est notre Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui s'offusquent, qui disent que wow, vraiment, je parle comme au quartier, comment vous pouvez dire du mal de notre pays, comment vous pouvez le saquer et tout. Mais nous vivons tous là-dedans. Nous vivons tout ce que nous vivons là. Et quand il faut dénoncer des choses, il ne faut vraiment pas hésiter, parce que si on ne dénonce pas, on n'avance pas. Il a fait ce film, il se projetait en 2025, nous sommes même pas à mi-parcours, on a dépassé la moitié du parcours. Je ne vois pas ce qui va changer là d'ici 2025. Sinon, en pire. Pour moi, ça c'est ma position. Mais donc on a parlé de films visionnaires, de films futuristes. En fait, c'est un film tout simplement réaliste. Les films de Jean-Pierre peuvent paraître difficiles à comprendre au premier abord, comme toute œuvre d'art. Si je prends par exemple les tableaux, les gens sont habitués à de l'art figuratif. C'est-à-dire qu'on voit comment c'est dessiné, on voit le début, le milieu, la fin, on comprend. Dès qu'on sort un peu du figuratif, et qu'on fait appel à du sens, à de la sémiologie, au sens des choses, à la quintessence des choses,
beaucoup, malheureusement, restent un peu en route. Je vous assure, c'est génial. Vraiment, félicitations, Jean-Pierre. Moi, je suis très contente d'être camerounaise et de te connaître. Merci. Ça, c'est beaucoup d'art plastique et de cinéma et autres. Et je suis contente que Yolande, qui est toujours derrière la caméra, puisse prendre la parole parce que parfois, on te perd alors que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir animer le débat. Merci déjà, Yolande, pour tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au FESPACO. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison d'être triste parce que moi, je me définis comme un pessimiste actif. Parce qu'évidemment, on vous parlait de physique, moi je parle de radiologie. C'est-à-dire qu'en fait, le radiologue, c'est celui qui fait le scanner, l'IRM. Et je crois que c'est donc aussi celui qui montre la maladie. Et une fois qu'il a fait ça, ce n'est pas lui qui fait le reste. Et on repart chez le médecin qui va donc analyser tout ça et sortir le traitement. Donc, je situe plus le cinéma du côté donc, de la radiologie, quand bien même c'est la fiction, ou même la science-fiction, c'est toujours la radiologie, c'est-à-dire de montrer. À partir de ce moment-là, évidemment, c'est toujours l'idée de définir le cinéma. Il y en a qui parlent de divertissement, et en français, divertissement vient aussi de faire diversion. Ça veut dire que quelqu'un vous fait regarder à gauche pour vous tirer votre porte-monnaie à droite. Donc, une société comme ça, qui divertit, où le cinéma devient donc une espèce de fait diversion, disons, est une société qui ne va pas survivre, évidemment, puisque on ne verra pas la maladie, évidemment, ce qui risque de la détruire. Ça me fait un peu aller dans l'idée que qu'est-ce que le cinéma, tu vois, pour nous, qu'est-ce qu'on en fait. Et j'ai un ami, Ntoné Edjabé, qui est un Camerounais qui est basé à Cape Town, qui a un magazine très influent qui s'appelle Chimurenga. Lui, il dit que ce que nous disons ne décrit pas ce que nous vivons. Il estime que même la langue que nous utilisons, notre manière de parler, ne décrit pas vraiment ce que nous vivons. Donc, si la langue verbale est une approximation de ce que nous vivons, peut-être que le cinéma pourrait être un peu plus précis, donc nous rapprocher un peu plus de ce que nous vivons. Je crois que tout ce contexte-là, évidemment, ne fait que renforcer l'idée, la fonction de ce que tu fais, de ce que font les cinéastes, de ce que les comédiens font, et de toute cette, disons, nécessité de cinéma que, évidemment, beaucoup ne perçoivent pas. Mais ça, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne perçoit pas ici. Ça, c'est normal. Donc, voilà. Merci donc, une fois de plus pour ton intérêt, ta passion, j'allais dire, et ta tristesse. Ne soyons pas tristes, c'est du cinéma. Et je pense qu'Olivier Billet avait une dernière question. Bon, donnez-lui le micro, ce sera le dernier. En 1 minute, voilà. Après, on va clore Olivier Billet. Vraiment, encore une fois, une très belle fresque. Fresque poétique, mais fresque, pour moi, encore une fois, sans doute beaucoup trop philosophique, surréaliste, parfois même abstraite, pour un public qui, en réalité, au niveau de l'échelle de Maslow, se situe quand même encore très en dessous, cher Jean-Pierre. Le politique que je suis, par ailleurs, tu le sais, eh bien, a quand même envie de te dire que nous avons des, comment on va dire cela, des exigences de communication directe avec un peuple qui est encore souvent, comme l'a dit si bien Yolande, un peuple qui est en proie avec des difficultés du quotidien. Maintenant, lui servir un film élitiste, un film aussi savant, me paraît, du point de vue de la démarche, quelque chose d'intéressant pour le public élitiste que nous sommes ici. Mais je me demande comment recevrait le petit Camerounais de Tokombere ou d'ici à Itambafia un tel film, véritablement. Mais il reste que, comme l'a dit Yolande, c'est un film qui permet effectivement à notre pays de s'illustrer sur la scène mondiale. Au niveau du rendez-vous, du donner et du recevoir de la mondialisation cinématographique,
Tu nous représentes de manière admirable, incontestablement, parce que là-bas, on va retrouver des gens qui ont le niveau culturel nécessaire pour digérer ce type d'œuvre, incontestablement. Mais, en tant que politique, qui parle également à quelqu'un qui est un cinéaste politique, peut-être que, comme le disait Mongo Betty, quand il écrit Main basse sur le Cameroun, après avoir écrit des romans qui sont écrits dans une perspective beaucoup plus, je dirais, esthétique, n'est-ce pas? Il écrit Main basse pour être plus direct, comme le dit Ambroise Com, pour toucher de manière plus, j'ai envie de dire, plus percutante et plus concrète les gens afin de leur montrer ce visage hideux, n'est-ce pas, qui est le leur. Et c'est un peu cela. Mais moi, bien évidemment, Olivier Billet, en tant qu'élite, je suis très heureux de regarder un film comme celui-là. Je le déguste avec plaisir et je suis convaincu que Jean-Pierre, en le faisant, n'est pas si pessimiste que ça, parce que ma conviction est qu'il s'est fait plaisir en nous servant un tel casting. Vous savez de quoi je parle. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, tu veux un dernier mot, et toi également, et puis on va clore. Ouais. C'est pour là que je parlais de films historiques, parce qu'il y a des personnages, il y a des visages qui sont restés. Il y a des sites de Yaoundé qui sont immortalisés. Il y a des scènes qui sont immortalisées au plan historique. Le film remplit tout à fait sa mission. Je voudrais terminer en saluant la bravoure de cet artiste qui, face à la démission générale, on le voit dans le film, les hommes politiques qui s'occupent simplement de leurs intérêts, ils ne sont pas comme Olivier Billet. Heureusement qu'Olivier Billet. Ceux qu'on voit dans le film s'occupent juste de leurs petits intérêts, et il y a une démission. Et lui, en tant que cinéaste, en tant qu'auteur, dans cette société qui s'endort, il se réveille, il tape le poing sur la table. Avec les images, il passe le message. C'est un message fort qui date de 2005, mais que nous vivons depuis les années 90 et qui se poursuit malgré le fait qu'il y ait et ce cinéma, et la télévision, et les réseaux sociaux. On a l'impression d'empirer. Il a tiré la sonnette d'alarme et c'est ce message que nous voulons. Nous souhaitons qu'il continue dans cette lancée, un cinéaste engagé, un cinéma de combat, un cinéma de réveil, de sensibilisation. C'est le dernier message que vous voulez passer ce soir et je voulais le remercier par rapport à cette dimension. Et je crois qu'il a continué parce qu'au vu des films qui ont suivi celui-là, c'est toujours dans cette recherche permanente d'exposer peut-être l'envers d'une société ou alors les faces cachées de la société. Et ça nous permet, nous, parfois, de nous réveiller. Hein. Moi, je suis très contente de voir un film, des films recherchés qui semblent hermétiques, mais qui, parfois, quand on prend un peu de temps, on se rend compte que ça nous parle. Ça nous parle effectivement. Un dernier mot à ton public? Moi, je pense que à la question de l'élitisme, je pense que l'art est toujours élitiste. C'est-à-dire que notre problème, c'est peut-être aussi nos élites. J'ai écrit un petit texte que j'appelle Anthropocène. Comment on parle d'Anthropocène, c'est-à-dire que la période où c'est l'homme qui commence à détruire la nature. Et je me demande si ce n'est pas nos élites qui détruisent l'Afrique, en fait. Et peut-être que si cette élite, qui n'est pas très nombreuse, aimait le cinéma, je sais pas, ou regardait des films, peut-être que le citoyen lambda de Tokombéré vivrait mieux. Parce que ce n'est pas à lui, forcément, d'avoir toutes ces ressources-là pour changer son environnement, sa société. C'est à l'élite qui, quand même, chez nous, est une élite très privilégiée et qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes ou des privilèges, en fait, qu'elle reçoit au nom de nous tous. Donc, merci une fois de plus, surtout à toi, Marie-Noëlle, parce que, évidemment, dans mon pessimisme actif, j'ai renoncé à montrer les films. Donc, je ne montre pas beaucoup les films, pourtant ils sont là. Merci d'avoir cette initiative, pas que pour mes films, pour tous les films. Je pense que ça nous redonne envie, le plaisir de cinéma, le plaisir partagé de regarder des films ensemble et d'en parler, puisque c'est comme ça qu'on a tous été passionnés par le cinéma. Malheureusement, on vous envoie des films par WhatsApp. Et bon, évidemment, ce qui est vraiment à l'opposé de toute cette démarche qui fait que beaucoup de personnes qui nous accompagnent, parce que
On est très accompagnés, les gens, on oublie souvent de le dire. Un film comme ça, c'est des centaines de personnes. Et vous êtes là, et puis personne ne voit les films, on ne les montre pas. Il n'y a pas que vous encore, ça va, vous pouvez faire vos festivals et autres. Mais eux, ils ont tout donné pour ce film-là, et on ne les voit pas. Leurs familles ne savent pas ce qu'ils ont fait pendant 1, 2, 3 mois à vous suivre et tout ça. Donc merci pour toutes ces personnes-là et pour l'idée de rendre maintenant ce travail, qui est donc le travail de plusieurs personnes, au public, et qu'ils s'approprient et que ça devienne en fait leurs œuvres, même si elles sont hermétiques. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça nous encourage, on va continuer. Nous avons besoin de raconter nos histoires et nous avons besoin qu'ils apprennent à raconter leurs histoires. Merci et bonne soirée.